Le niveau, en fait, globalement, monte, le niveau d'exigence, et pour se distinguer, il faut toujours aller plus loin. Comme un sportif, le sales doit pouvoir prendre les feedbacks de son coach et les intégrer très vite. Les meilleurs sales ne font pas forcément les meilleurs managers. Je pense que c'est même assez rare, en fait. Spyco, c'est un peu un stupid not to have, quoi. On n'a pas de bonne raison, a priori, quand on est une PME, une startup, de ne pas utiliser Spyco. Bonjour à tous, bonjour, je rappelle, je suis Corentin Berne, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, c'est l'agence qui est experte en développement commercial B2B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir sur notre podcast We Are Sales de recevoir le Head of Sales de Spyco, Pierre Pacina. Bonjour Pierre. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Spyco a annoncé une jolie levée de 18,5 millions, si je ne me trompe pas, en série A en juillet. Toi, tu as pris ton poste il y a 6 mois, alors que tu menais une vie, tu avais énormément de clients en tant que freelance. Et là, tu as accepté du coup de revenir dans le salariat. On en parlera par la suite, justement, pourquoi. Mais c'est vrai que c'est une magnifique aventure que tu as acceptée là. Pourquoi je t'ai invité aussi sur ce podcast, c'est parce que tu as cette particularité d'avoir à peu près 10 ans sur les fonctions commerciales, mais tout autant en management. Tu as managé très tôt, à partir de 25 ans. Et tu as managé absolument tous les profils, SDR, BDR, AE, excepté CSM finalement. Absolument. Là, tu recrutes encore énormément. Donc, du coup, ce sera le moyen de faire passer le message, aussi l'occasion de faire passer le message en cette fin de podcast. Et tu as une excellente réputation en tant que recruteur de sales. On sait que tu recrutes bien. On me l'a dit, ouais. J'espère que c'est vrai. Dis pour toi, Ouais. ça te permettra de rester humble à ce sujet. Et tu as essentiellement recruté pour les boîtes qui ont été tes employeurs. Chaque fois que tu les as intégrés, c'était plutôt entre 5 et 150 personnes. Et donc plutôt en place de scale. Absolument. Donc des startups early stage et des entreprises qui avaient déjà un peu scale, quoi. Alors justement, on va parler avec toi du recrutement des sales. Oui. Des perspectives d'évolution qu'il peut y avoir aussi d'ailleurs dans les fonctions commerciales. Et puis en dernier lieu, évidemment, on parlera de Spyco parce que c'est une solution qui est très intéressante pour tous les fondateurs d'entreprises, notamment qui nous écoutent. Allons-y. Donc, commençons par le recrutement des commerciaux, un sujet qu'on connaît bien, toi et moi. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est effectivement ce que tu regardes, enfin ce que tu vas évaluer, toi, à chaque fois que tu recrutes, en termes de hard skills et soft skills. Ouais, c'est un vaste sujet. Moi, j'ai toujours pensé que la vente, ça se rapprochait plus du sport de haut niveau qu'un métier fondamentalement intellectuel, quoi. Donc, je vais être très sensible. Je commence par les soft skills, du coup, parce que c'est peut-être le plus important. Je vais être hyper sensible à la capacité de résilience. Je pense que c'est absolument essentiel de savoir répéter ses gammes et de pas se griser quand tu as des victoires, de pas te décourager quand tu as des défaites, quoi. Je vais être sensible aussi au feedback. Comme un sportif, le sales doit pouvoir prendre les feedbacks de son coach et les intégrer très vite pour changer les choses. Quelqu'un qui est très fort mais pas coachable, en fait, il va atteindre un plafond de verre assez rapidement. Donc, c'est pas forcément un candidat intéressant. Et sur les hard skills, disons que un candidat qui a réussi dans la mission que tu projettes, il a de fortes chances de réussir chez toi si tu le mets dans les bonnes conditions. Donc, par exemple, si je recrute un SDR, je vais regarder à quel point il a pratiqué par le passé et puis valider ça lors d'un cas pratique. Donc le volume, en fait, si tu regardes le volume qu'il a déjà effectué en termes de call, évidemment. Ça, c'est une des métriques, ouais, absolument. Si tu veux mettre en place des stratégies inbound, si évidemment il a déjà aussi fait de l'emailing, de l'automatisation. Ouais. Tu regardes les outils qu'il a déjà utilisés ou pas du tout, parce que tu es en capacité de le former dessus. Alors, je regarde pas forcément le détail, c'est-à-dire qu'il ait utilisé Salesforce, HubSpot ou Attio, c'est pas très important. Ce qui est important, par contre, c'est qu'il soit à l'aise avec la tech, parce qu'en startup, on a beaucoup d'outils qu'on combine, quoi. Et donc, s'il est perdu pour passer de Slack à Notion à Salesforce, ça va être compliqué. Donc, je m'assure que la personne est un peu tech savvy, quoi, mais le détail des outils n'est pas important. À l'aise sur les outils, de toute façon, c'est indispensable pour tous les postes sales aujourd'hui en B2B parce que c'est vrai que c'est des fonctions qui se sont beaucoup outillées ces dernières années. Donc ça, c'est OK. Donc avec une bonne capacité de remise en question en tant que pas d'ego surdimensionné.
Ça, c'est très important. Je pense que ouais, l'humilité, bah, d'ailleurs, chez Spyco, c'est la valeur qu'on regarde le plus, quoi. C'est une des valeurs cardinales. On essaie de recruter des gens très forts et humbles, ce qui est rare en fait hein, sur le marché. Mais on pense que c'est vraiment la seule façon de progresser en continu, quoi. Bah, ça va aussi avec le fait que la manière de t'acheter et la manière de penser change en permanence. Et donc, du coup, ce qui marche aussi aujourd'hui ne marche pas, peut-être pas 26 mois. Je sais pas si c'est quelque chose, en tout cas, qui est Si, si. dont tu as Ouais. une science, notamment chez Spyco, pas. Chez Spyco, mais tout au long de ma carrière, moi je me souviens quand on avait lancé le département Outbound chez Lucas à l'époque avec Gabriel, peut-être qu'elle nous écoutera. On faisait de la prospection avec Datananas à l'époque et on pensait que bonjour prénom c'était une super personnalisation et peut-être que ça l'était à l'époque. Et depuis, la prospection a radicalement changé et tout a évolué. Et ouais, c'était il y a 10 ans, donc enfin un peu moins. Mais tout évolue super vite. Le niveau, en fait, globalement, monte, hein, le niveau d'exigence. Et pour se distinguer, il faut toujours aller plus loin dans les techniques, dans la personnalisation, dans les approches. Et je pense que c'est quelque chose de naturel, quoi. On ne peut pas rester sur une méthode qui marcherait de façon universelle et intemporelle. Est-ce que l'expertise sectorielle est importante pour toi? Est-ce que, par exemple, là, tu es dans une fintech, est-ce que tu as recruté des profils qui ont déjà une expérience significative dans la fintech, que ce soit pour des postes de BDR, par exemple, des postes de closer en AE? Alors non, moi je fais pas partie des personnes qui sont obsédées par ce sujet. En revanche, il faut que la personne ne soit pas dégoûtée par le sujet de la finance, quoi. Il faut vraiment avoir envie d'apprendre parce que c'est exigeant. Donc si tu bosses 10 heures par jour sur un sujet que tu détestes, ça va quand même être compliqué un moment. Mais pour moi, ce qui va m'importer, c'est est-ce qu'elle connaît la cible que j'adresse. Donc si tu fais des cycles de vente super longs de 18 mois sur le CAC 40, je vais pas recruter quelqu'un qui a l'habitude de cycles courts auprès de PME, quoi. Et la réciproque est vraie, évidemment. Donc c'est plutôt quel est ton cycle de vente, quel est ton panier moyen, quelle est ta cible habituelle qui est importante. C'est effectivement comme ça qu'on fait le matching aussi avec, pour nos clients, effectivement. Euh, Mais quand on s'adresse à des... parce que là, tu t'adresses en persona pour Spaco, tu as quand même des dirigeants d'entreprise, du coup, de PME, Oui, absolument. des DAF aussi. Mm. Donc, du coup, est-ce que c'est quand même des interlocuteurs à qui tu dois avoir un certain degré aussi d'élocution? Est-ce que, par exemple, tu vas regarder la formation pour ce type de solution ou pas? Alors moi, je vais regarder les écoles comme un premier filtre, hein, c'est-à-dire que effectivement, quelqu'un qui a fait, je sais pas, une top école ou une top université aussi, je les exclus pas parce qu'il y a des parcours d'élite aussi en université, notamment Dauphine par exemple, qui est une super fac. Donc je fais attention de ne pas être excluant sur ça, mais on va dire un parcours d'excellence, quoi. C'est un premier signal que la personne est capable, a priori, de relever des challenges qui sont franchement difficiles et donc que la personne a une certaine résilience. C'est une base. Ça peut être un tri si j'ai 20 candidatures. Je vais peut-être appeler cette personne en premier, mais après je l'oublie complètement en entretien et ça lui donne pas des points supplémentaires lors du cas pratique ou de l'échange. Le niveau de langage que tu évoquais, par contre, c'est super important et la clarté aussi de l'esprit, quoi. Un des exercices que j'aime bien, c'est demander à un candidat de me résumer son parcours en 3 minutes, par exemple. Ce qui est pas forcément, enfin, ce qui est facile de résumer un parcours, on connaît à peu près normalement sa vie, quoi. Mais de le faire en 3 minutes, c'est plus dur. Et donc, je vais évaluer la concision, la capacité à ordonner ses idées. Ça, c'est super, super important. Et puis, évidemment, le niveau de langage. Est-ce que effectivement, je le vois être crédible face à un leader dans une discussion? D'accord. Quel est d'ailleurs le process que tu as mis en place là, pour recruter? Parce que donc, tu recrutes Ouais. combien de sales aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on recrute à tous les postes. Donc au moment où on se parle, je recrute au moins 2 accounts exécutives en plus, 2 SDR, un partnership manager et un account manager. D'accord, ouais, effectivement. Donc, pour Ouais. pouvoir consolider ton moyen, enfin ta sales machine. C'est ça. Et tu n'as pas de talent d'acquisition aujourd'hui, tu n'as pas de RH. Si. Je n'ai pas de RH, mais je pense que c'est assez sain à ce stade de l'entreprise que le manager en fait soit responsable de la partie RH de son équipe et notamment de son recrutement, quoi.
Je rappelle juste à ce moment-là du podcast, parce qu'on va en parler après, mais Spyco a été créé en 2023, si je me trompe pas. C'est ça. Toi, tu es arrivé il y a 6 mois. Ça faisait 1 an, du coup, que la commercialisation avait démarré, mais uniquement avec les fondateurs. Absolument. Il n'y avait pas de sales. Tu es le premier sales. Ouais, exactement. C'est la raison pour laquelle aussi c'est un peu tôt pour avoir une RH en fait en interne. Absolument. Et donc aujourd'hui, le process de recrutement que tu as mis en place pour bien évaluer tous ces sales, c'est lequel? Alors, j'ai un process pour le coup qui est calibré, quoi, parce que c'est vraiment indispensable vu le flux de demandes qu'on a. Donc, j'ai un premier filtre sur CV. Bah là, tu vois, tu parlais de l'école, c'est un sujet parmi d'autres. Je vais évaluer la pertinence de la candidature à travers le parcours du candidat, peut-être les quelques mots d'introduction qu'il ou elle a mis, même si j'ai malheureusement quasi exclusivement que des candidatures masculines. On aimerait beaucoup recruter plus de femmes. Ensuite, je pose des questions de qualification, mais qui sont autant pour le candidat que pour moi. Est-ce que tu as déjà fait de l'outbound? Est-ce que tu veux continuer à en faire parce que de toute façon, il y en aura chez nous? Est-ce que tu es à Paris parce qu'on est en présentiel? Quelles sont tes prétentions salariales? Parce que moi, j'ai quand même une grille sur laquelle je dois jouer, quoi. Et si tout cela est concluant, on fait un premier entretien d'une trentaine de minutes où je vais faire une rencontre avec la personne. Et j'ai une approche un petit peu particulière où je vais être très transparent, où je vais donner les bonnes raisons de rejoindre et aussi les bonnes raisons de ne pas le faire. Je donne vraiment l'intégralité de la culture de la boîte, en tout cas de ma compréhension à date, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mauvais match et à respecter le temps de tout le monde. Et à la fin de l'échange, certains candidats ne donneront pas suite parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas le bon endroit et d'autres sortent encore plus motivés. Voilà. Après, il y a un cas pratique qui se fait souvent avec le CEO où là, le but, ça va être de se projeter dans ce que serait un moment de travail ensemble. Donc, je vais évaluer évidemment le niveau absolu et le niveau relatif après feedback, c'est-à-dire on a le droit de réessayer en cas pratique, je peux donner du feedback et la personne a le droit de se tromper. Ce qui va m'importer, c'est le delta en fait entre le premier essai, le deuxième ou le troisième, C'est et voir. la capacité d'apprentissage, déjà, Ouais, du feedback, la exactement. question et À pas se vexer aussi. pas se vexer, Voilà. effectivement. Et alors, ces trois étapes, si j'ai bien suivi, tu les fais la première au téléphone, deuxième en visio, troisième en physique. Enfin, comment ça se passe? Première, donc c'est le CV, je le fais seul, et puis les questions de qualif, c'est par mail. Ensuite, c'est une visio. Ensuite, le cas pratique, il peut être en visio ou en présentiel. Et ensuite, on a les deux dernières étapes, elles vont vite, c'est rencontre avec les fondateurs, parce que à ce stade, évidemment, les fondateurs valident chaque recrue. Voilà, donc Paul-Adrien et Antoine, qui vont faire une rencontre avec le ou la candidate. Donc c'est on va dire un culture fit, quoi. Et puis moi, si j'ai eu des doutes pendant l'entretien ou le cas pratique, je peux leur demander de creuser un point particulier. Et ensuite, ref check, on en prend un ou deux. Donc ça fait 5 étapes, ça peut paraître un petit peu long, mais il faut savoir qu'on exécute vraiment très vite, quoi. On peut recruter un candidat en une semaine avec ses... Si j'ai c'est parfait. Il faut vraiment être le plus rapide possible parce qu'effectivement, un candidat aujourd'hui, il a entre 3 et 4 process différents. C'est ça. Donc, du coup, ceux qui te plaisent, il faut les verrouiller assez rapidement. Oui, et puis les meilleurs ont des offres de toutes parts, quoi. Donc c'est... Moi, je pars du principe que c'est vraiment une rencontre et que j'ai autant à convaincre le candidat que c'est un super endroit où bosser que lui, qui sera un bon match, quoi. Donc on en a conscience, mais c'est quand même exigeant, quoi, notre processus, quoi. Exigeant mais rapide. En tout cas, c'est très intelligent aussi de faire pour gagner du temps à tout le monde, de pas rendre de la poudre aux yeux et de vraiment de donner toutes les facettes en fait, du poste. Et la maturité évidemment de la boîte parce que tout le monde n'est pas capable d'accepter le fait que tout ne soit pas hyper processé, hyper structuré à ce stade-là. Donc du coup, les parties prenantes, si je résume sur ton process de recrutement, c'est uniquement toi et les fondateurs. À ce stade, oui. Et donc, du coup, il n'y a pas le reste de l'équipe, il n'y a pas le marketing, par exemple, etc. Tu fais pas un culture fit avec l'équipe. En fait, je suis pas contre le faire. C'est simplement que, vu que mon rythme de recrutement, il peut être similaire dans d'autres équipes de Spyco, hein, parce que on a vraiment des grandes ambitions. Si on devait faire ça pour l'ensemble des équipes, en fait, on n'aurait plus le temps de bosser. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. On peut le faire pour certains postes clés. Par exemple, si on recrute un manager, là, on va lui faire rencontrer beaucoup plus de monde. Sur de la contribution directe aujourd'hui, c'est vraiment le manager de l'équipe qui va leader tout le process, les fondateurs qui sont là pour donner leur input, valider, éventuellement mettre un veto. Je pense que c'est quand même in fine le manager chez Spyco qui aurait le dernier mot en cas
de désaccord. Si ce désaccord n'est pas majeur, c'est jamais arrivé jusqu'ici, mais Alors, ça va avec la typologie aussi des fondateurs, j'allais dire, parce que là, les fondateurs de Spyco, donc, sont des hauts fonctionnaires, anciens hauts fonctionnaires, ancien fonctionnaire, ouais. forcément des anciens dirigeants commerciaux, par exemple, et ils n'ont pas. Toi, tu as quand même embauché en 10 ans une centaine de sales. Si je... Alors, je les ai pas comptés un par un, mais je pense que si on dit entre 80 et 100, on est très proche de la vérité, ouais, Et voilà, les absolument. différents employeurs que tu allais effectuer, tu as embauché sur un business model SaaS, évidemment, sur aussi de la vente de services. Oui. Donc aujourd'hui en fintech, et tu as managé jusqu'à 25 personnes en direct en même temps. Donc ce qui fait que tu as quand même monté, et des équipes que tu as montées en plus, que tu as construit à chaque fois, parce que tu es un entrepreneur. Alors que les fondateurs, c'est vrai, sont des hauts fonctionnaires, ils ont plein d'expertise, mais ils n'ont pas celle-ci. Donc c'est normal qu'en tout cas, qu'ils soient partie prenante du process de recrutement, mais que toi, tu aies la décision finale. Et c'est juste un message que je vais faire passer aussi, parce que ça aide aussi tous les startups, les jeunes startups et les PME aussi qui nous écoutent, à mettre au clair qui prend part et qui est décisionnaire, qui a le dernier mot. Je pense que c'est intéressant pour un dirigeant de faire confiance à ses managers parce que quelque part, ça le responsabilise et le manager devient responsable aussi d'un éventuel échec. Donc, il sera jamais autant skin in the game que quand la responsabilité est pas trop diluée, quoi. Il faut que vraiment ce soit le manager qui assume ses recrutements, les montées en compétences, éventuellement des fins de période d'essai précoces. On souhaite que ça arrive le moins souvent possible, mais c'est vraiment enfin, il y a quand même côté pile, c'est très stylé de recruter, c'est génial, on rencontre plein de monde, on voit une équipe grandir. Côté face, t'as forcément parfois besoin de te séparer de personnes. Et pour moi, manager, c'est quelqu'un qui sait faire les deux. Donc, le manager de proximité, en tout cas, doit garder aussi la décision. Quand, par exemple, il y a plusieurs couches hiérarchiques dans la force de vente, ce qui sera le cas à terme, de toute façon, tu as le VP, tu as les head-off. Est-ce que, voilà, on va dire, tu as le head-off et les team leaders. Ouais, absolument. Est-ce que les team leaders ont droit de veto, par exemple? Sur un recrutement d'un contributeur qu'ils vont manager, absolument. Absolument. Je pense que, alors après, ça dépend. Si tu es sur un très jeune team leader, en fait, le rôle du head of, ça va être aussi de lui apprendre à recruter. Donc, tu peux vraiment guider, influencer le process, mais à la fin, tu peux pas imposer à un team leader quelqu'un avec qui il n'a pas envie de travailler. Ça, c'est complètement impossible pour moi. Et les fois où j'ai vu ça, ça s'est toujours très mal passé. Ok. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive de recruter des jeunes diplômés qui n'ont pas d'expérience du tout? Oui, j'aime beaucoup le faire. C'était le modèle d'ailleurs qu'on privilégiait chez Lucas. On leur disait dans l'offre, hein, texto, euh, si vous connaissez la vente, c'est bien. Si vous savez pas, on vous apprendra, quoi. Et les jeunes diplômés ont cet avantage généralement de vouloir apprendre. Tu pars d'une page blanche, donc le rôle du manager, bon, il est toujours important, mais il est d'autant plus crucial parce que là, tu as vraiment une responsabilité, c'est de lancer des jeunes dans le monde du travail, quoi. Et d'ailleurs, c'est important, je pense, pour les jeunes candidats potentiellement qui nous écoutent, de vraiment faire attention à la personne avec qui ils vont travailler. Parce qu'un mauvais manager, quelqu'un qui prend pas soin de ses équipes, ça va te mettre sur une pente qui est pas bonne, quoi. Et en fait, rattraper le retard après, c'est très dur. C'est moins grave quand on tombe sur un mauvais manager sur son deuxième ou troisième job que sur le premier. Ouais, absolument. Donc, hyper vigilant, évidemment, et pas rejoindre, par exemple, une startup avec des fondateurs qui ne sont pas experts, eux, en développement commercial. Absolument. Donc, effectivement, les jeunes diplômés doivent faire attention à la première boîte, parce que cette première boîte, il faut qu'elle les forme, qu'elle soit en capacité de... Alors, finalement, quelle que soit la taille, hein, c'est surtout le manager, effectivement, qui compte. Toi, tu sais manager, pardon, tu sais manager, ça t'assure, mais tu sais former, surtout. Et donc, du coup, ce serait pas une erreur de rejoindre Spypo, comme ce l'était pas, en tout cas à l'époque aussi pour Lucas. Euh, mais quand il y a eu, par exemple, le premier sexe, c'est ce que je dis souvent aux fondateurs qui eux-mêmes ne savent pas manager des sexes, ça peut pas être un jeune dip, ça peut pas être un junior. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de capé comme toi. Ce que tu es là aujourd'hui, t'es premier sales, c'est off, et tu es quelqu'un de senior, quoi. Oui, c'est un très bon point. Je pense que c'est compliqué pour quelqu'un de complètement junior de travailler directement avec un fondateur. Ça peut arriver dans des startups early stage. Il y a aussi des belles histoires hein, où un jeune est devenu le premier sales, puis le head of, puis le CRO. C'est quand même rare. Je pense que faire ses armes dans une entreprise avec un professionnel du sujet
qui peut te former, te faire monter en puissance aussi en partant de deals plus simples jusqu'à des deals plus complexes. C'est quand même un avantage et qui permet après justement d'aller sur des projets plus early stage et d'apporter de la valeur tout de suite à un fondateur par exemple. Alors, je fais juste quand même une petite parenthèse pour rendre justice à tes deux fondateurs, parce qu'ils ont été quand même particulièrement doués en développement commercial. C'est ça. Et pendant un an, ils ont signé, je crois, 1000 clients à peu près, c'est ça? Ouais, absolument. Ils ont, Parce que j'ai dit qu'ils étaient hauts fonctionnaires, mais ils ont quand même aussi du savoir-faire en matière commerciale. en matière commerciale, ouais, ils sont très forts et ils ont lancé tout le business sans sales et sans marketing. Et ils ont collecté plus de 220 millions d'encours comme ça, quoi, avant que j'arrive. Donc c'était assez bluffant. Bien sûr, Ils sont ouverts pour que du coup, ce soit un magnifique succès. quand on voit une telle traction, ouais, ça donne envie. C'est sûr. Je ferme la parenthèse, je reviens du coup à nos jeunes diplômés. Quel finalement conseil tu pourrais leur donner pour se vendre? Parce que quand t'as pas de track record commercial à valoriser, comment tu fais? Ça, c'est une super question. Comment se démarquer? Bah, je pense que en école de commerce, par exemple, on apprend beaucoup à craquer les entretiens dans le conseil, dans la finance. Bah, les entretiens sales, c'est pareil, il y a des bonnes pratiques. Donc, c'est pas inutile, je pense, de réfléchir à comment réussir un cas pratique, comment démontrer qu'on a les soft skills nécessaires à la vente. Donc, ça va être, comme je le disais, l'organisation des idées, la capacité d'écoute, la capacité à poser des questions intelligentes aussi. Donc, Préparer, ou? bah, en fait, c'est ça, il faut venir préparer. C'est absolument essentiel. Les improvisateurs de génie, il y en a, mais bah, par exemple, j'en fais pas partie. Je viens toujours, même après 10 ans d'expérience, très préparé en entretien de vente, quoi. Et je pense que c'est essentiel pour un commercial enfin, ne pas faire de candidature en masse, quoi. Réfléchir au produit que tu as envie de vendre, une entreprise qui te fait envie, tu en identifies 5, 6, et fais une candidature ultra personnalisée en montrant que tu as regardé de quoi il s'agit. Moi, j'élimine quasi systématiquement, par exemple, un message qui serait que je vois que le candidat a pu copier-coller sur 150 offres d'emploi, quoi. Donc ça, c'est un autre point, c'est personnaliser les choses et montrer qu'on s'est intéressé. Ah, faudrait vraiment que le profil soit très exceptionnel pour que j'avance. Mais oui, c'est en général rédhibitoire. Non, de toute façon, alors, moi je dis toujours, oublier de se préparer, c'est se préparer à être oublié. Ouais, c'est pas mal. C'est indispensable. Et effectivement, finalement, chercher un job, hein, c'est de la prospection. Donc, du coup, il faut bien cibler. C'est vrai que les postes où on va être, où on va avoir le plus de valeur, où on va savoir se différencier. Et ça peut être, il faut aller chercher finalement aussi dans les expériences que l'on n'a pas encore, mais dans les expériences qui peuvent être, je sais pas, dans les associations ou les activités sportives ou autres. Tous les soft skills qu'on va pouvoir mettre en avant, évidemment. Et puis aussi les personnes à qui on a parlé, parce que finalement, on peut avoir déjà des faire un matching avec les interlocuteurs que l'on a eu durant son parcours. Ah, ça, c'est parfait. Ouais, ouais, absolument. Qui sont, par exemple, les personas que tu adresses toi aujourd'hui chez Spyco. Donc ça, c'est important finalement de s'intéresser au business model de futurs employeurs en tant que sales. Ah oui, complètement. Alors après, S'y m'adresser des interlocuteurs adressés. montrer qu'on s'est intéressé à la boîte au sens large et qu'on a à peu près compris de quoi il va s'agir, c'est important. Après, j'accepte que sur vraiment le premier entretien, la personne ne vienne pas surpréparée non plus, parce que je pense que c'est aussi à nous de convaincre. Et le degré d'exigence vraiment absolu, radical, chez nous, chez Spyco, il intervient au moment du cas pratique, où on se dit, voilà, cas pratique, bah, c'est-à-dire que tu as échangé avant, tu as confirmé ta motivation à venir, maintenant montre-nous ce que tu vaux quand tu es préparé à 100%, quoi. Mais alors, ce cas pratique, pour toi, il est réussi qu'en quoi? Parce que c'est compliqué aussi de leur et de vendre quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas encore totalement s'il n'y a pas eu l'onboarding. Ouais. Donc, est-ce que tu fais le cas pratique sur le business, par exemple, de Spyco, bon, Spyco, ou c'était sur le cas quand tu recrutais pour le cas, et, ou sur quelque chose qu'ils connaissent mieux, par autre? Alors moi, je le fais sur le business de l'entreprise parce que je veux les projeter au plus proche du réel. Mais l'avantage de Spyco, par exemple, c'est que en fait tout est public, quoi. C'est des produits qui sont sur le site internet. On a un blog qui va détailler plein de sujets de finance. Donc quelqu'un qui lit le site et le blog, déjà, il en sait pas mal et il a de quoi préparer un cas pratique. Et je vais pas l'éliminer sur des détails réglementaires ou des points très précis qu'il ne peut pas maîtriser en arrivant.
Par contre, je vais peut-être lui faire remarquer au cours de l'entretien et sur le deuxième essai, troisième essai, voir comment il a intégré le feedback, quoi. Donc c'est surtout ça, c'est à quel point la personne est venue préparée, à quel point l'échange se passe bien, parce que c'est une personne que je vais voir tous les jours au bureau, avec qui je vais travailler, donc j'ai besoin aussi d'apprécier ce moment, et je pense que la réciproque est vraie. Et à quel point, entre le moment où il est entré dans la salle et le moment où il en sort, il a réussi à progresser en 1 heure de temps, quoi, à peu près. D'accord. Est-ce qu'il est le même, finalement, pour les postes de SDR ou BDR, peu importe, et AE? Non, 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 c'est côté AE, il y a notamment la partie présenter la solution, quoi. Côté SDR, on va vraiment se focaliser sur la partie générer un rendez-vous. Et donc, on passe plus de temps sur cette partie-là. D'accord. C'est toi qui as préparé le cas pratique, je veux dire? D'accord. Ouais. Et tu as préparé le onboarding? Absolument. On n'est pas encore exemplaire à ce niveau chez Spyco parce que je l'ai construit aussi avec le premier sales, Maxime, que j'ai recruté. Donc je pense pas qu'il ait bénéficié de l'onboarding le plus magnifique de Paris, malheureusement. Mais c'est un sujet hyper important. Donc avec une checklist, une montée en compétences et des passages en tout cas de gate qui sont très clairs, notamment une démo, ce que j'appelle une démo à blanc, c'est-à-dire convainc-moi que là tu es prêt à aller parler à des prospects, donc un jeu de rôle dans lequel je dois sentir que la personne est prête à faire un call ou à faire un rendez-vous. Ensuite on fait les premiers call, premiers rendez-vous ensemble, comme ça je peux intervenir. Ça, ça dépend des candidats. Il y en a qui trépignent un petit peu, qui veulent aller vite. Il y en a qui préfèrent prendre leur temps. Donc, je suis assez respectueux des personnalités de chacun. Le seul truc que je fais pas, c'est si je suis pas convaincu que la personne est prête, je vais pas la laisser y aller. Donc, moi, j'aurais plus tendance à freiner que mettre la pression au début, parce que la pression va y en avoir pendant les mois et les années à venir, hein, sur des entreprises en croissance comme ça. Donc, laisser les gens prendre leur marque, et c'est généralement quelqu'un de très bon, très pressé, au bout d'une semaine, il commence à produire de la valeur sales, quoi. Et quelqu'un d'un petit peu plus lent, un petit peu plus junior, ça peut prendre 2-3 semaines. D'accord. Puis t'as pas des cycles de vente qui sont très longs que chez Spyco, donc du coup, ils sont rentabilisés après assez, s'il faut évidemment parler en rentabilité, hein. Ouais. Et t'as des paniers moyens qui sont de quel ordre? Alors, c'est compliqué de parler de panier moyen chez Spyco parce que tout va dépendre du volume en fait que va placer le client avec Spyco. Comme notre business, c'est de rémunérer la trésorerie des entreprises, nous, on va prendre en fait des frais sur les intérêts qu'on va verser sur la trésorerie chaque jour, quoi. Donc, quelqu'un qui dépose au succès, à l'usage, absolument. Donc, une startup qui vient de lever 10 millions et qui les dépose sur Spyco nous rapportera plus qu'un indépendant qui dépose 50 000 euros, même si on est très content d'avoir tous ces types de clients. Donc, le panier moyen, en fait, ça va être 0,25% de l'encours que le sales va ramener par an. Ouais, alors du coup, c'est un petit peu compliqué pour se projeter. Je posais la question tout simplement parce que je me suis dit qu'après, tout découle de là aussi, tes paniers moyens et tes coûts de vente, la rémunération de coûts de tes sales, pour la maîtrise de coûts d'acquisition client, Oui, je comprends. etc. Alors, si on doit détailler un petit peu ce sujet, on est clairement sur un business où on a besoin de faire du volume. Parce que il se trouve que les produits Spyco sont pour le coup de très bons produits financiers, donc peu chargés en frais. Et donc, concrètement, si quelqu'un dépose 100 000 euros, Spyco va gagner 250 euros sur l'année, quoi. Donc, il faut faire beaucoup de volume et des paniers moyens importants, des dépôts importants. Et les sales ont de la valeur justement pour aller chercher proactivement des dépôts importants. D'accord. Et donc, par exemple, pour un SDR, pardon, tu dis SDR ou BDR, toi? SDR, ouais. SDR. Tu vas leur demander combien de rendez-vous qualifiés ou de SQL? Alors, je n'ai pas encore de SDR. Donc, pour moi, c'est ouvert à la discussion. Il faut faire aussi en fonction du marché. Mais les premiers signaux sont extrêmement bons. On a moins de difficultés que je l'aurais imaginé à générer des conversations. Et pour te donner un ordre d'idée, nos account exécutifs qui vont faire tout le cycle de vente, qui vont générer leur pipe, gérer un petit peu d'inbound aussi parce qu'on a pas mal de demandes entrantes, gérer le pipeline existant une fois qu'ils l'ont créé, ils arrivent encore à prendre 2 rendez-vous par jour. Donc, je pense qu'un SDR, alors il est un petit peu plus junior, mais un SDR formé,
on peut lui demander au moins le double, quoi. Probablement 4-5 rendez-vous qualifiés par jour. Avec une base de données qui est déjà existante? Ou il va... D'accord. Alors, quand tu as mis en place un CRM? Alors, on a un CRM qui s'appelle Atio et on a même un outil qui est holistique, quoi, qui nous sert sur toute la prospection, qui s'appelle Ample Market, qui est formidable. Il a juste le défaut d'être vraiment cher, quoi. Mais ça fait partie des avantages chez Spyco pour le coup. Comment il s'appelle, tu dis? Il s'appelle Ample Market. Ouais. Et donc, du coup, tu t'en sers à quel moment? Alors, je m'en sers sur toute la partie prospection. En fait, c'est un outil qui va intégrer toutes les parties classiques de la prospection. En général, quand tu mets une stack outbound en place, tu vas avoir besoin de sourcer tes leads, par exemple avec Sales Navigator, de trouver les emails avec un autre outil, de plugger tout ça dans l'Emlist, d'avoir un outil de phoning, etc. Bah là, on peut le market, en fait, te permet de générer tes listes directement dans l'outil, un outil de sourcing, de détecter les emails, de détecter les numéros de téléphone, de créer tes séquences et d'appeler directement depuis l'outil. D'accord. Donc Automatisation et enrichissement en même temps, quoi. c'est ça. C'est un seul outil qui te permet. Data, enrichissement, séquence. Tu fais tout au même endroit. Donc ça nous fait gagner quand même pas mal de temps. Et pour les sales, c'est vraiment un plus. Enfin, je sais qu'ils apprécient avoir ce genre d'outil parce que la partie vraiment pénible du travail, qui a moins de valeur sur l'enrichissement de données, la construction des bases de données, bah, elle est pas inexistante. Faut faire le travail, mais ils sont vraiment très aidés par ces outils. Et eux, ils se concentrent sur la vente, sur le fait d'appeler en fait. Et t'en as un après qui permet d'intensifier le nombre de calls ou pas? Tu veux dire un outil par exemple qui appellerait plein de numéros en même temps et on n'en est pas là encore. Non, parce que aussi on fait pas non plus du mass mailing ou comment dire, on travaille pas vraiment sur des milliers de leads quoi. On travaille plutôt sur des listes qui vont faire quelques centaines de personnes maximum et on va travailler plutôt sur une verticale. Je vais pas appeler tous les DAF de France au hasard, je vais plutôt appeler par exemple les DAF qui travaillent dans le jeu vidéo parce qu'il se trouve que chez Spyco on a pas mal de clients dans le jeu vidéo. Bah, peut-être qu'on va faire une campagne sur ce sujet ou sur les acteurs de l'assurance, parce qu'on a une grosse surreprésentation de l'assurance, etc. Ok. Et par exemple, là, les campagnes d'emailing en priorité, c'est sur... Donc, on va en parler, du coup, et tant pis, on empiète un peu sur le... Je voulais qu'on parle de Spyco après. Ces différents interlocuteurs que tu vas adresser à mettre autour de la table pour closer un rôle chez Spyco. Donc, il y a les dirigeants VME, parce que Spyco, c'est quand même typiquement ça s'adresse surtout au segment mid-market. Absolument. On pourrait... Une chose d'ailleurs, comme ça on comprendra mieux après le business model derrière. Oui, avec plaisir. Donc Spyco, c'est une solution qui permet de rémunérer sa trésorerie auto sans risque tous les jours. Donc très concrètement, par exemple Dreamcatcher Sales, vous avez une trésorerie pour payer vos salariés, les beaux locaux dans lesquels vous m'accueillez, vos consultants exactement. Donc vous pourriez laisser dormir cette trésorerie sur un compte courant et ça rapporte zéro. Si vous avez regardé un petit peu ce qu'on peut faire avec une banque, vous pouvez aussi les placer sur un compte à terme. Et là, en gros, ce que vous propose la banque, c'est d'immobiliser la trésor 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, en échange d'un taux fixe sur lequel la banque s'engage. Et donc, vous devez arbitrer entre liquidité et rendement. Et ce que propose Spyco, c'est de ne pas faire cet arbitrage, en fait. Tu places ta trésor avec notre service. Tous les jours, on va te rémunérer un intérêt positif, net de frais. Et tu n'as pas de frais d'abonnement, tu n'as pas de frais de dépôt de retrait, quoi. C'est vraiment, tout est pris à la source en termes de frais, à la source des intérêts qu'on te verse. Et tu retires quand tu veux. On a même pour le B2B une fonctionnalité de retrait instantané. Donc, tu as une liquidité qui est très comparable à celle d'un compte courant et une rémunération quotidienne. C'est hyper facile et l'onboarding est mesuré chez nous à moins de 6 minutes. Donc, il y a assez peu de raisons de ne pas le faire, quoi. Dans le business, souvent les sales se demandent est-ce que je vais avoir un nice to have avant, enfin, il y a des très beaux business nice to have, hein, mais généralement les sales aiment bien avoir un must have à vendre parce qu'ils savent qu'ils vont résoudre un problème plus fort. Spyco, c'est un peu un stupid not to have, quoi. On n'a pas de bonne raison, a priori, quand on est une PME, une startup, de pas utiliser Spyco. Ça, c'est un bon argument, en tout cas pour les décideurs à rejoindre Spyco, effectivement. Absolument. Et donc, la mission de Spyco, c'est surtout en fait, de démocratiser Ouais. avec
avec les tokens, hein. Enfin, on l'a de démocratiser en fait la rémunération finalement de la trésorerie, on peut le dire comme ça, Ouais. parce que c'est quelque chose qui est plutôt courant aux États-Unis et qui n'est pas du tout dans notre finalement dans notre mindset, on va dire en France, Mm. et ou en tout cas ça c'est accessible et les grands comptes le font, mais un petit peu moins quand même les startups, scale-up et PME. Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, ce que fait Spyco, Spyco, d'un point de vue financier, n'a rien inventé de révolutionnaire. Techniquement, c'est alors ce qu'on appelle dans le jargon un OPCVM, quoi, qui permet de s'exposer à des bons du trésor, qui sont les actifs les plus sûrs du marché. Concrètement, le sous-jacent est moins risqué qu'un compte bancaire, quoi. Donc c'est une solution qui est assez merveilleuse sur le papier parce qu'on a sécurité du sous-jacent, rendement, liquidité. Et pour ça, personne ne l'utilise en France parce qu'en fait, c'est compliqué d'accès. Et c'est d'ailleurs pas qu'en France, c'est un problème qui est plutôt européen. Donc aux États-Unis, ça fait des années qu'ils utilisent des fonds monétaires avec uniquement des bons du trésor américains à l'intérieur de ces fonds. Chez nous, la distribution prend du temps. Si tu voulais le faire sans Spyco, tu pourrais. Il faudrait ouvrir un compte titre, il faudrait identifier le bon OPCVM, regarder les conditions d'entrée et de sortie, gérer tout ça. C'est souvent des dossiers papier, de l'onboarding qui prend du temps. Chez nous, c'est tout numérique, 5-6 minutes d'onboarding, et tu fais un virement et ta trésor est rémunérée dès le lendemain. Donc on a simplifié des choses qui devraient être naturelles, quoi, mais qui n'existaient pas sur le marché. Et la mission de Spyco, comme tu le disais, c'est de démocratiser des outils qui étaient auparavant en fait réservés à une élite financière, quoi. Donc on a commencé par les fonds monétaires, c'était le plus simple. Tu peux le conseiller à qui tu veux, quoi. N'importe quel entrepreneur, n'importe quel freelance, même un particulier peut utiliser Spyco fonds monétaires. Et là, on a lancé un produit plus sophistiqué, qui est un produit d'arbitrage qui peut générer, enfin on vise des rendements jusqu'à 5% par an en euros. Et on va continuer comme ça d'ajouter des outils pour couvrir tous les cas d'usage, parce qu'il y a aussi des entrepreneurs qui veulent un taux supérieur au taux sans risque. Donc, est-ce qu'ils veulent prendre un petit peu de risque? Est-ce qu'ils veulent immobiliser leur trésorerie un petit peu plus longtemps? Il y a plein de choses qu'on peut faire en finance. Et l'idée, c'est de prendre ce qui se fait aujourd'hui pour les grands comptes, pardon, les grands groupes, les professionnels de la finance, et de le démocratiser pour tous, quoi. C'est facile Ouais, en fait. c'est ça. Donc, ça va intéresser, à mon avis, pas bon nombre de fondateurs de boîtes qui nous écoutent, effectivement. Merci à toi d'avoir expliqué tout ça. Et donc, c'était important pour pouvoir comprendre aussi que forcément, toi, ta manière de recruter, tout ce que tu as mis en place, c'est aussi par rapport à ce business model-là et par rapport, en fait, à de la mission de Spyco. En parlant de biais, pour terminer aussi ce chapitre sur le recrutement, comment toi, tu essaies de te défaire de tes biais? Parce que toi, par exemple, on l'a dit, hein, tu viens d'une bonne école de commerce, et pour autant il peut y avoir de très bons profils qui n'ont pas eu le même parcours de formation que toi. On a tous des biais, c'est humain de toute façon, on a tous nos croyances, notre éducation et notre propre parcours. Comment fais-tu pour être le plus objectif possible? Bah, ça, c'est une excellente question et encore un vaste sujet. Je pense que la première chose, c'est d'avoir conscience de ses biais. Moi, je suis un lecteur d'Olivier Sibony, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et une fois qu'on en prend conscience, on peut recruter mieux, prendre de meilleures décisions et même exploiter d'une certaine façon ses biais en vente, pas pour tromper les personnes, mais pour être plus impactant. Euh, Ensuite, il y a plusieurs choses que je me force à faire. Par exemple, je disais que je n'avais pas de candidature féminine, ou très peu. Donc, ce que je fais, c'est que le filtre à l'entrée, par exemple, ben, pour une candidature féminine, je n'en mets pas. C'est-à-dire, une femme qui postule chez nous, elle a forcément un premier entretien. Si les questions euh, de filtre, évidemment, sont les bonnes, quoi. Si le salaire est démentiel ou que elle ne veut pas faire de prospection, évidemment, ça ne marche pas. Mais une candidature pertinente féminine a forcément un entretien parce que je veux le plus de candidatures féminines possible, justement pour ne pas recruter que des clones qui me ressemblent. Après, par contre, en bout de funnel, le niveau d'exigence est strictement le même. Mais on peut faire en sorte d'avoir des candidats plus divers en mettant un filtre plus faible en haut de funnel. Et après, au cours de l'entretien, pour éliminer les biais, ce qui marche bien, c'est de ne pas se laisser griser par une super rencontre parce qu'on a un super fit humain, parce que la personne nous ressemble, mais d'avoir une grille d'évaluation assez carrée, en fait, et donc des critères objectivables. C'est jamais parfait. On a toujours des biais, c'est pas forcément un drame de recruter
des gens qui nous ressemblent. Parfois, c'est bien en termes de valeur, on a besoin qu'ils nous ressemblent, par exemple. Donc voilà comment fonctionne aujourd'hui chez Spyco, en tout cas dans mon équipe. Mais en tout cas, tu as cette chance d'en avoir conscience, en tout cas, et donc, du coup, tu sais recruter parce que tu as aussi cette expérience. Mais pour tous les fondateurs d'entreprise aussi ou les dirigeants commerciaux qui sont les premiers sales de leur boîte et qui ne savent pas recruter, qui n'ont pas le temps aussi de faire tout le tri des CV, etc. Nous, on a mis en place, par exemple, des experts recrutement, parce que tout le monde ne l'est pas, et fonction commerciale, donc qui vient en RPO, traiter absolument tout le cycle de vente, de vente. Donc, en même temps, c'est un site de vente aussi, mais tout le process de recrutement pour recruter les commerciaux. Donc, je voulais faire passer le message et également, toi, tu as mis en place l'onboarding parce que tu as cette casquette Sales Enabler, mais tout le monde ne l'a pas non plus. Tout le monde ne sait pas mettre en place une Sales Academy ou un onboarding qui soit efficient. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses aussi que l'on demande régulièrement pour les premiers sales et head of qui sont en train de recruter leurs équipes. J'ai des Sales Enablers qui aujourd'hui sont freelance et puis ils peuvent mettre en place les onboarding. Ouais, absolument, ça peut faire gagner un temps précieux. Ouais. Et tout le monde n'a pas cette casquette. Soit il se trouve que tu as cette expérience-là et on ne peut pas avoir maîtrisé tout le périmètre aussi, être à la fois Sales Enabler, Sales Ops et un bon manager et un bon recruteur aussi de sales. Donc il faut aussi bien se connaître et bien connaître là où il y a des manquements pour pouvoir faire appel en consulting. Aujourd'hui, on trouve absolument tous les profils. Nous, c'est notre deuxième métier d'ailleurs. On fait du recrutement et du consulting et il faut savoir faire appel aux experts pour pouvoir aider à construire cette sex machine. C'est fait. Et quelles sont, toi, toutes les convictions, au-delà de tes expériences, tes convictions, ou tes inspirations, tu les sources où? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu lis? Oui. Moi, je lis beaucoup de littérature déjà, donc je fais pas que de la vente, hein, mais je pense que c'est important aussi parfois de savoir décrocher quoi d'une journée de travail et par exemple de lire de la fiction. Mais sur la partie sales, j'ai beaucoup lu à l'époque SaaStr, quoi, qui était pionnier sur les sujets SaaS, business, mais pas que, de façon un peu holistique, sur les sujets produits aussi. C'était assez passionnant de découvrir ce monde-là il y a déjà une dizaine d'années. Olivier Sibony, donc pour les biais que j'évoquais, un bouquin merveilleux pour la négociation qui s'appelle Never Split the Difference, ou Ne coupez jamais la poire en deux en bon français. De quel auteur? J'ai oublié le nom de l'auteur, c'est un Américain qui est un négociateur d'otages en fait. Ce qui permet mécaniquement de mieux négocier, puisque un négociateur d'otages généralement ne va pas dire écoute, liquide la moitié des otages, je récupère l'autre. Non, il doit sauver tout le monde, il doit véritablement gagner sa négo à 100%. Et du coup, c'est des méthodes qu'il a construites dans la pratique en fait de son métier et qu'il est venu tester face à des étudiants d'Harvard. Et il se trouve qu'il a éclaté les étudiants d'Harvard, quoi. Et il en a sorti ce livre qui est hyper intéressant et que est disponible en français sous le titre Ne coupez jamais la poire en deux. Ouais, absolument. Et puis, en termes de médias, j'aime beaucoup, je crois que ça s'appelle Tribes maintenant, avant c'était Follow the Tribes, qui est un média français de grande qualité, créé par Thibaut Renouf de Partout. J'aime beaucoup lire leurs articles. Ouais. D'accord, ok. Et alors, sur l'onboarding aussi des sales en général, on onboard sur des solutions, des outils, le marché, etc. Mais par contre, on n'enrichit pas la culture sales aussi des commerciaux. Est-ce qu'il y a aussi des contenus pour se remettre en question justement et s'auto-former en permanence sur les nouveaux outils qui sortent, par exemple les tranches de proposition chez son employeur? Est-ce qu'il y a des contenus aussi que tu regardes ou écoutes? En dehors de We Are Sales, hein, ça va de soi. C'est une vraie bonne question. Et je pense que tu mets le doigt sur peut-être une de mes faiblesses, quoi, un truc que je fais mal parce que c'est quand même assez que personne ne fait peut-être, ouais. C'est assez descendant en fait, comme effectivement, j'ai certains grands principes en vente, tu vois, par exemple, pour plein de raisons, je suis convaincu que l'approche Challenger Sales est la meilleure. Ça veut pas dire que je vais recruter forcément que des Challenger Sales, mais je vais avoir tendance à quand même former avec cette méthode-là. Les biais cognitifs, la négociation. C'est vrai que je viens avec des méthodes et c'est plutôt descendant pour les sales, quoi.
Après, je suis toujours ouvert, tu vois, à quelqu'un qui me suggère un outil, qui a envie d'explorer les pistes, mais je leur fournis pas clé en main d'écouter tel média ou tel podcast, et peut-être que je devrais le faire, ouais. Ah, disons que c'est de toute façon, on s'inspire de tout le monde, même des plus jeunes qui peuvent avoir une plus grande culture au niveau des outils, par exemple, que nous. On n'a pas toujours le temps de développer notre culture sur tous les sujets, donc c'est bien aussi de pouvoir s'inspirer de nos pairs, mais aussi des Ouais. toutes les générations et de toutes les personnes qui finalement vont intégrer ta force de vente. Merci pour ta franchise en tout cas. C'est rafraîchissant. On est là pour ça. Et il y a aussi une vision que tu as que moi j'aime beaucoup, elle est sur les perspectives et que l'on partage d'ailleurs tous les deux, sur les perspectives d'évolution. Parce qu'il faut savoir aussi construire des perspectives d'évolution assez sales. Tout le monde ne peut pas devenir manager, par exemple. Mhm. Qu'en France, c'est vrai qu'on a souvent cette vision pour avoir une carrière, une bonne carrière, c'est d'abord SDR, ensuite il faut aller sur le closing assez rapidement, et puis ensuite il faut manager. Mm. Pas du tout. Non, Bah, on absolument. n'a qu'une manière d'évoluer sur sa carrière sales. Si tu peux partager ta vision à toi. Ouais, tu l'as déjà très bien résumé. Je vois encore trop en 2025 de profils qui se disent, voilà, je vais faire 2 ans de SDR et puis après je me serai débarrassé de la prospection, j'en ferai plus. Et puis je vais faire 2 ans compte exec, puis team leader, puis head of sales, puis CRO. Et ça, c'est un parcours qui peut exister hein, pour le coup pour certaines personnes, mais penser qu'il fonctionne de façon universelle pour chaque individu, déjà c'est absurde. Et puis en plus, comme les fonctions managériales sont par essence de plus en plus pyramidales, ça fait beaucoup de déçus et de malheureux qui gâchent leur potentiel en devenant parfois de mauvais managers ou des leaders qui sont frustrés, qui font des allers-retours vers la contribution directe, etc. Donc je crois que c'est essentiel de proposer aux sales, mais déjà de leur donner conscience qu'il y a plein de façons d'évoluer. On peut devenir un expert en vente. Il y a des sales dans certaines équipes qui gagnent plus que leur head of sales parce qu'ils sont exceptionnels sur un produit, une verticale et ils ont un taux de transfo inégalable, quoi. Donc ils vont gagner beaucoup d'argent comme ça et qui vont aussi se libérer de la charge mentale de gérer des gens. C'est quand même quelque chose de très très exigeant et tout le monde n'est pas forcément fait pour le faire et n'a pas forcément envie de le faire. Tu peux aussi diriger des équipes qui vont être spécialisées, par exemple devenir team leader outbound, plutôt que de se dire, moi la prospection, je veux plus jamais en faire. Tu peux être tout à fait excellent en prospection, passionné de prospection, et diriger des gens qui vont le faire, et faire que de l'acquisition toute ta carrière. Ça a énormément de valeur. Il y a plein de bénéfices qu'on sous-estime complètement dans la prospection, hein. On choisit ses cibles, on choisit à qui on parle, c'est quand même pas mal. L'inbound, quelque part, on est content d'avoir des leads, mais on subit, on ne choisit pas le lead qui arrive. Et le lead qui arrive, généralement, il a contacté 3-4 concurrents. Donc là, vous avez la possibilité, quand vous faites de la prospection, euh, de choisir vos cibles, de choisir votre timing. Si tu as un objectif de 2 rendez-vous par jour et que tu les as fait en 3 heures, le reste de ta journée, quelque part, tu peux soit prendre de l'avance, soit faire ce que tu veux. Donc il y a aussi une certaine liberté là-dedans. Donc je pense que vraiment tout est possible. On peut devenir un expert en contribution individuelle, un manager ultra spécialisé, ou effectivement un manager plus généraliste qui va avoir un parcours la plus classique, team leader, head of sales, etc. Et puis il y a aussi les reconversions, évidemment, les fonctions transverses. On peut s'orienter vers le produit, on peut être à cheval entre la tech, la stack sales, le produit et les sales en faisant du sales enablement. Il y a tout un tas de choses qu'on peut imaginer. Et c'est un peu triste de voir qu'il y a encore pas mal de manque d'imagination sur le sujet aujourd'hui. Ouais. Totalement. Et je rajouterais même que, alors il y a deux choses que je veux rappeler, mais c'est vrai que je le rappelle quand même assez souvent sur ce podcast. C'est vrai que les BDR, parce que moi je fais les distinguos entre SDR et BD. SDR inbound, je gère du lead entrant et je le transforme. BDR outbound, c'est effectivement comme tu as très bien dit, on va choisir et construire en fait sa stratégie de prospection. C'est mal valorisé encore en France. Ouais. On a souvent l'impression qu'il ne faut pas rester, si on veut avoir une bonne carrière, sur ce poste-là. En réalité, moi, j'en connais très bien, parce qu'on les connaît quasiment tous sur la place parisienne, qui sont BDR depuis plus de 10 ans et qui adorent ça ouvrir des portes, qui adorent donner envie, parce que c'est quand même formidable comme métier, c'est donner envie de nous rencontrer. Donc, de prendre du rendez-vous qualifié. Donc, c'est quand même top.
C'est top aussi de pas avoir la pression, parce que ça ne va pas à tout le monde, la gestion, la pression de cuisine sur les épaules. Donc, du coup, ça, il faut être aussi honnête avec soi-même et savoir si vraiment on est capable de la supporter ou pas. Et on en a besoin des BDR, c'est encore une grosse partie des postes que l'on recrute nous aujourd'hui pour nos clients. Il faut aller chercher du UBIS, donc du coup, et ça ce sera constant, ce sera toujours. Aux États-Unis, ils sont extrêmement bien payés, les BDR. Mais, Là, on a ouais. d'ailleurs, on parlera de la rémunération ensuite, mais quand on a commencé Dreamcatcher Sales il y a 10 ans, on prenait plutôt des stagiaires et c'était jamais au-dessus de 28K par exemple en VDR. Aujourd'hui, on est quand même facilement sur du 40, enfin entre 35 et 45, on va dire en FIS, ce qui est une très bonne rémunération. Donc autant quasiment que les AE, quoi. Absolument. Cas d'ailleurs, au niveau, tu l'as. Est-ce que je les rémunère autant que les AE? Généralement non, mais pas parce que la mission est moins importante, au contraire, elle est clé, mais parce qu'ils sont souvent un petit peu plus juniors, en fait, quand je les recrute. Pour moi, SDR, BDR, moi je dis SDR, effectivement, la distinction que tu fais est juste, hein. C'est simplement que chez nous, en fait, un junior, il va pouvoir traiter l'inbound des leads les plus petits, en fait, et il va pouvoir également faire la prospection. Donc c'est un job où on a les deux dimensions. Et c'est un job qui se prête très bien à recruter des jeunes diplômés. Donc forcément, tu gagnes moins que quand tu as 3 ans d'expérience. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu as un petit côté démiurge, en fait, où y a rien, quoi. Et tu crées le business. Tu crées le business à partir de rien. Je pense que c'est hyper satisfaisant quand tu vois un closing qui tombe et c'est toi qui es allé chercher la conversation initiale. Ouais. Ouais, c'est le premier meilleur de la chaîne. Effectivement, le deuxième point que je voulais aussi préciser, c'est en matière de perspective d'évolution, on peut aussi construire une carrière en étant uniquement contributeur individuel, Oui. mais par exemple, on a cherché toujours des bandes de plus en plus complexes sur des segments, par exemple, passer du segment TPE-PME à mid-market, puis grand compte, ça peut être aussi une évolution. Mais parce que le management, c'est une compétence supplémentaire et tout le monde n'est pas fait pour ça. Il faut vraiment aimer être coach, il faut vraiment aimer passer du temps avec son équipe parce qu'aujourd'hui, un manager, c'est un coach, hein, c'est hyper personnalisation. C'est aussi pour ça d'ailleurs que les métiers de Sales Enabler et Sales Ops se sont créés, c'est pour libérer du temps parce que le coaching, ouais. Absolument. Donc, quand on est une start-up, évidemment, on ne peut pas avoir tous ces postes. Donc, du coup, il faut choisir aussi son head-off comme toi et il faut avoir la capacité à le faire. Mais en tout cas, c'était aussi ce que je voulais préciser. C'est le management, oui, pour ceux qui savent faire ça. Et c'est pas forcément les top performers. Mais, souvent, les bons managers ne sont pas les top performers et les top performers ne sont pas forcément les meilleurs managers non plus. Tu mets un contre-exemple parce que c'est top performer chez UK. Quand tu es devenu manager au bout d'un an, je crois, assez rapidement. Hein. Oui, alors mais je suis aussi un bon exemple de peut-être quelque chose qui n'était pas sain, c'est que c'était presque, comment dire, par défaut. Moi, je m'étais pas posé la question, je me disais dans ma carrière, je veux manager, mais je m'étais pas posé la question, est-ce que j'aimerais ça? Donc, tu vois, je suis aussi un mauvais exemple de ce biais qu'on a en France, quoi. Euh, oui, alors moi, il se trouve que j'ai toujours beaucoup aimé la vente en tant que telle. J'en fais encore beaucoup, y compris chez Spyco. Euh, et j'aime beaucoup manager aussi. Donc j'ai un peu cette double casquette parce que euh, en dehors de mon expérience chez Renovation Man, là j'avais vraiment une grosse équipe de 25 sales. Là, tu ne peux plus faire de vente. C'est presque une faute professionnelle de faire de la vente parce que ton impact est beaucoup plus fort si tu coaches 25 personnes. Mais sur des startups plus early, ça me paraît sain de continuer à en faire, de montrer l'exemple. Donc, Les GDF et ouais. EF, c'est selon la maturité de commercialisation de l'entreprise et donc Ouais. du coup ton périmètre il est totalement différent. C'est pour ça que les intitulés postes je vais jamais massifier. Bah moi c'est une évidence évidemment parce que je fais que ça recruter ici des head of d'ailleurs en permanence. Mais t'as pas du tout le même poste selon la maturité de l'entreprise. Et quand, en revanche, il y a un head-off qu'on veut recruter, mais qui n'a jamais fait, admettons, de Sales Enablement et qui n'a jamais mis en place les onboarding lui-même, et il faut savoir faire appel aussi. C'est là où, moi, j'ai le consultant Sales Enabler qui va venir aider ce head-off à mettre tout ça en place. Donc, en tout cas, il faut avoir une connaissance très fine, effectivement, de ce dont on a besoin et de manière honnête
ce que la personne recrutée sait faire. Et pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, parfois, des excellents sales ne devraient jamais être manager. Et c'est quand même, ça peut même générer du conflit. C'est vraiment l'évolution qu'ils voient. Alors que, enfin, moi, j'ai perdu des sales comme ça. J'étais prêt à les payer plus, à leur donner plus de responsabilités au sein de l'équipe sales, quoi, de prendre un périmètre plus large, mais sur de la contribution individuelle. Mais non, pour certains, c'est une affaire de principe ou d'orgueil. Ils veulent devenir manager. Et parfois, un sales moyen sera un excellent manager parce que, par exemple, il est moyen dans le feu de l'action, mais excellent a posteriori sur une écoute de call, dans la précision du feedback. Donc ça va être essentiel pour coacher. Donc après, il ne faut pas que ce soit le dernier de la classe non plus, parce que tu as une question de légitimité, évidemment, pour diriger une équipe. Mais je rejoins ce que tu dis, les meilleurs sales ne font pas forcément les meilleurs managers. Je pense que c'est même assez rare, en fait. En revanche, il faut pouvoir continuer à les valoriser, évidemment, pour les utiliser, Bien parce sûr. que il est dans le gagnant, en fait, pour tout le monde. Comment tu fais, toi, d'ailleurs? Est-ce que tu as des leviers de fidélisation, et de motivation d'équipe que tu aimes bien mettre en place sur chacun des postes que tu as occupés? Pour les garder le plus longtemps possible, heureux et motivés. Déjà, Spyco, c'est une entreprise, enfin, on pourra revenir sur pourquoi j'ai rejoint Spyco, mais je pense que le potentiel est ahurissant, en fait. Je pense que ça va devenir vraiment une fintech majeure en Europe. Et nous, chaque salarié qui rejoint a un package de BSPCE. Donc déjà, c'est un peu ta boîte, en fait, quand tu rejoins Spyco. Et ça change beaucoup de choses parce que tu sais que tous les efforts que tu fais, en fait, tu es ultra incentivé à la fin sur ces efforts. Ensuite, de façon plus pragmatique et à court terme sur les équipes, ben, dans l'équipe sales, nous on a une part variable qui est forcément une carotte, quoi, quelque chose d'intéressant que tu as envie d'aller chercher. Et puis il y a aussi toute une dimension symbolique parce que le métier de sales, c'est assez brutal quand même, hein. On ouvre un CRM, on voit ce que tu as fait comme performance, tu peux comparer en un clin d'œil les performances des uns et des autres, tu sais qui est premier sur tel trimestre, qui est second, etc. Donc moi j'aime bien mettre en place un peu de compétition, mais de façon saine, quoi. J'attends que les gens s'entraident et en même temps soient un peu en compétition les uns avec les autres et cherchent à faire mieux que le trimestre précédent, etc. Et j'aime bien mettre en place des petits challenges. Bien sûr, j'affiche les chiffres et on peut mettre des challenges en place comme le premier à atteindre son objectif, le mois, le plus gros panier moyen closé, avec là pour le coup pas de l'argent quoi, mais ça peut être des cadeaux, de la rémunération symbolique, une petite compétition amicale en interne, ça me paraît assez important, et aussi des parcours de carrière quoi. Savoir ce que tu peux devenir en fait quand tu rejoins une entreprise comme Spyco. Ce que j'ai coutume de leur dire et ce que je pense être fondamentalement vrai, c'est que je peux pas faire de promesses parce que ça dépend trop de nous, quoi. En fait, le succès ou l'échec va vraiment dépendre de ce qu'on fait. Là, tu vois, on est une vingtaine. Quand tu arrives et que tu pèses un vingtième d'une boîte, forcément, ton impact, il est énorme. Donc, peut-être qu'un SDR qui nous rejoint, il sera le futur Head of Sales et moi, je serai CRO, ou qu'on aura mal exécuté et que rien de tout ça ne sera vrai. Donc, pas de promesses et aucune porte fermée non plus parce que vraiment, tout est possible. Et leur donner voilà, les perspectives, les jobs qu'ils peuvent envisager à l'avenir, etc. Comment les atteindre, ça c'est important. Entendu. Dans le dos de RH en tant qu'IDH. On a fait les précédences et car des possibilités d'évolution aussi pour chacun. T'avais pas de Daria que je crois chez Lucas. Non, Lucas est une entreprise qui fonctionne sans variable, mais avec un actionnariat salarié hyper important. Donc quelque part, c'est une autre forme de variable quoi, que sur le long terme. Et il y a beaucoup de gens chez Lucas qui sont très heureux de ce système. Chez Alan non plus, ils n'ont pas de variable parce qu'ils considèrent en fait qu'un sales n'est pas une personne foncièrement différente d'un développeur, d'une personne au marketing, etc. Donc pourquoi le sales aurait un variable et pas une autre personne? Je pense que c'est très débattable tout ça. Est-ce que quand tu manageais chez Lucas, ça a changé aussi ta manière de ritualiser, de motiver en fait l'équipe? Pas du tout le fait de pas avoir de variable. Alors chez Lucas, j'ai jamais noté de problème de motivation. Pour le coup, euh, on peut débattre dans l'absolu, est-ce qu'il faut du variable ou pas. Ce dont il est difficile de débattre, c'est chez Lucas, ça a vraiment marché quoi pour le coup, parce que c'est devenu ce qui est devenu Lucas. Je sais pas s'il faut encore une licorne, enfin c'est un succès gigantesque
ils n'ont jamais mis de variables en place. Donc, dans certains contextes, c'est évident que ça marche. Et nous, on recrutait très junior, donc des gens qui avaient vraiment envie d'apprendre, qu'on formait de zéro, qui ont pu faire une carrière chez Lucas, parce qu'en fait, quand tu fais de la croissance, bah, les gens montent avec la croissance aussi, donc ils pouvaient faire davantage de choses, explorer de nouveaux marchés, vendre de nouveaux produits, manager des gens parfois. Donc très sincèrement, non, j'avais pas à me plaindre de ça. Moi, par contre, c'est vrai qu'à l'époque, en tant que... Parce que je manageais, mais j'étais aussi contributeur individuel. Quand tu fais 2 fois la performance du copain et que t'as pas de variable, moi, c'était un point de frustration, mais c'était personnel, quoi. D'accord, ok. Je comprends bien. Donc, en tout cas, ça peut s'adapter à certains types, en tout cas, de profils aussi, pas forcément à d'autres. Puisqu'on parle de carrière, justement, des commerciaux, il y a un chiffre que l'on connaît bien chez Catcher Sales, ça, c'est qu'en général, par exemple, un actif, un commercial qui arrive sur le monde du travail aujourd'hui, il va avoir entre 8 et 12 employeurs ou clients différents. Et je dis bien employeurs ou clients parce qu'il peut avoir aussi plusieurs statuts. C'est-à-dire qu'il peut avoir dans sa carrière été salarié et freelance. Ouais. Toi, c'est exactement ce qui s'est passé aussi dans mon parcours, hein. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ta vision. Tu as été freelance avant de rejoindre Spyco. Ouais. Pourquoi tu as choisi ce statut-là? Est-ce qu'il y avait une idée derrière, une motivation particulière? Alors, c'est comme bien des fois dans la vie, une affaire quand même de circonstances. Quand j'ai rejoint Simple et Beau en tant que salarié, pour le coup en tant qu'head of sales, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Sébastien Chérif, qui est toujours le CRO de Simple et Beau d'ailleurs, qui se trouve aussi être un investisseur en start-up. Et après 1 an et demi de collaboration chez Simple et Beau, on a décidé de s'associer pour investir ensemble dans les startups. Et comme il m'avait vu travailler chez Simple et Beau, il s'est dit que ce serait sympa que j'aille aider, tu vois, tout ce que tu évoquais avant, des CEO qui ne connaissent pas la vente, qui ont besoin de faire leur première vente, qui ont besoin de recruter leur premier sales, qui ont besoin peut-être de mettre en place certains process, de l'onboarding, des méthodes, etc. Et donc, en fait, les entreprises dans lesquelles le fonds de Sébastien investit sont des startups plutôt early, quoi, et avec lesquelles on va toujours offrir du coaching gratuitement. Et donc, il m'arrivait de prendre comme ça 1 heure pour expliquer à un ou une CEO tout ce que je sais sur le recrutement de sales. Voilà, on passe 1 heure ensemble. Et généralement, on va dire 1 fois sur 3 ou 1 fois sur 2, la personne va me dire, bah, c'est génial là, ce que tu m'as dit, mais on vient de lever des fonds. Est-ce que tu veux pas le faire pour nous? Parce que en fait, moi, ça m'intéresse, quoi. Et donc, je me suis retrouvé à un moment de ma vie où j'étais encore salarié et où j'avais des missions comme ça qui m'occupaient pas mal le soir, le week-end. Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse ça à temps plein parce que je voyais que l'impact était énorme. C'était hyper satisfaisant de partir de zéro et comme ça, de faire les premières ventes, de recruter les premiers commerciaux. Pardon? C'est là où nous sommes connus. Exactement. Ouais. Pour effectivement proposer des missions à nos clients. Et il se trouvait aussi que c'était un moment où moi je suis devenu papa et donc c'était magnifique pour organiser mon temps, pour travailler à mon rythme. C'était une grande liberté, quoi. Donc j'ai fait ça pendant un petit peu plus de 2 ans et c'était vraiment top. Alors attention, pour ceux qui nous écoutent aussi et qui n'ont pas encore fait appel à des freelances par exemple, ça ne veut pas dire pour autant que tu peux travailler où tu veux, quand tu veux, Non. mais en tout cas, parce qu'il y a quand même un certain respect des us et coutumes de l'entreprise. Bien sûr. Donc même quand tu es consultant, mais en tout cas, toi, ça t'a permis effectivement d'aborder ce tournant personnel sereinement. Ouais, tu as raison, tu vas évidemment être sur les horaires du client, hein, tu vas pas être enfin, en fait, je pense que t'es pas très loin dans la plupart des cas d'un salarié en termes de culture de boîte, quand tu la rejoins, etc. Tu as un peu les mêmes contraintes. C'est simplement que t'es pas toujours à temps plein chez un client. Et donc, tu peux aussi organiser ta semaine, en fait, comme tu veux. Dans les faits, je pense qu'en freelance, tu travailles parfois un peu plus que dans certains jobs salariés. Donc, c'est pas une question c'est pas tant une question de taux de charge que de liberté dans l'organisation de cette charge, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est hyper satisfaisant d'arriver de résoudre une problématique commerciale, de structurer sur le go-to-market. Le go-to-market, ça te connaît, du coup, là, tu es en train de gérer celui de Spyco. Oui. Spyco, du coup, tu nous l'as présenté, merci à toi. Est-ce que ton ICP, quel est-il?
sur ce business-là? Alors, l'ICP, c'est très compliqué de le donner parce que on a un problème qui est un bon problème à avoir, c'est qu'on a vraiment une myriade de clients. Donc, ça va de la startup qui a levé des dizaines de millions et qui souhaite les placer au mieux avec nous, euh, à l'indépendant qui a quelques milliers d'euros qu'il souhaite placer. On a même des particuliers qu'on ne va pas chasser proactivement en tant que sales, mais à qui on répond avec plaisir quand ils ont des questions et qui sollicitent Spyco pour placer des excédents de trésorerie. Donc, par contre, je peux te répondre sur l'ICP qu'on va viser, nous, en tant qu'équipe commerciale. On va aller chercher les deals qui ont le plus de valeur en termes de montant géré, quoi. Donc, on va viser principalement les startups et les PME. D'accord. Post-levé. Enfin, la plupart des startups post-levées ou des PME qui ont peut-être un secteur en particulier. Est-ce que, par exemple, dans l'industrie, il y a plus de trésors qu'ailleurs? Alors, c'est très difficile d'identifier des industries où tu as forcément davantage de trésorerie, mais tu peux le faire sur des verticales très précises. On va regarder les business qui ont un BFR négatif, c'est-à-dire que tu as par exemple un Leclerc. Il a très probablement un BFR négatif parce qu'il va payer ses fournisseurs à 60 jours. Mais toi, quand tu vas chez Leclerc, on ne te fait pas crédit, tu payes cash. Donc il se retrouve avec des pics de cash en fait qu'il pourrait placer à très court terme avec Spyco, 30 jours, 60 jours, et augmenter leur marge. Quand on sait d'ailleurs que les marges de la grande distrib sont pas délirantes, quoi. Ça peut être, tu vois, un cas où on sait que là, il y a particulièrement du cash disponible. Mais la flexibilité de Spyco fait que même des business qui sont pas en excédent structurel, qui sont pas cash rich, peuvent nous utiliser parce que tu peux placer ton argent en début de mois, tu places 90% de ta trésor, ou 99% même si tu le souhaites, et le 28 du mois, tu vas programmer un retrait pour payer tes salaires, tes charges, etc. Mais au moins, ton argent a travaillé 28 jours dans le mois. Donc, en fait, on est vraiment pertinent pour à peu près n'importe quel business, quoi. D'accord. Tu as beaucoup parlé de, évidemment, le type de sales que tu allais chercher ensuite par rapport à ce business-là, mais à quel moment tu vas mettre en place le premier VDR ou le premier AM, Ouais. le partnership aussi, parce que du coup, tu as une stratégie de vente indirecte avec le Absolument. distributeur. Oui. Alors, c'est que des excellentes questions. Donc, pour les premiers commerciaux, les deux, trois premiers que j'ai recrutés, j'ai voulu des sales généralistes, donc des account exec avec une dimension outbound. Chez moi, personne n'arrête de faire de l'outbound, quoi. Jamais, ça c'est un principe. Ça marche encore mieux. On a de la demande entrante, mais je pense que c'est juste une compétence que j'ai envie de garder forte en interne et que ça peut nous débloquer des. Si on a envie d'attaquer proactivement une cible, on n'est pas dépendant d'attendre des leads. Donc pour moi, c'est très important. Et le côté 360 fait que bah, justement, si j'ai beaucoup d'inbound, ils vont pouvoir le gérer. Si j'en ai moins momentanément, ils vont pouvoir prospecter. Donc c'est vraiment un profil super intéressant à avoir pour commencer. Ensuite, quand je vois que la méthode marche, c'est-à-dire que la prospection prend hyper bien, bah, c'est idiot de ne pas accélérer. Donc là, je vais recruter les premiers SDR pour aller prospecter et qualifier les inbound qui peuvent arriver et faire gagner du temps à tout le monde. Ensuite, le account manager, ça dépend de ta base client. Nous, il se trouve que chez Spyco, on a plusieurs milliers de clients, donc je pense que c'est pas du tout idiot d'avoir quelqu'un qui va travailler cette base, en faire des ambassadeurs, provoquer de l'upsell, du cross-sell sur nos nouveaux produits, etc. Et partnership manager, ça va être assez clé parce que on a besoin en fait que des leaders nous recommandent, quoi, des leaders en finance, par exemple, des DAF externalisés, hyper important, qu'ils puissent recommander Spyco auprès de leurs clients, qui puissent générer de la confiance. Ça peut être des comptables aussi, des experts comptables, donc ou d'autres fintech qui pourraient nous intégrer. Donc plein de choses à proposer du point de vue partenariat. Pour continuer sur le camp, donc là, tu nous dis, alors est-ce qu'il y a un ratio aussi d'ailleurs, parce qu'une fois que tu as recruté tes SDR, c'est combien de SDR, combien de... Est-ce que tu as un ratio en tête? Ça dépend beaucoup des business en réalité, mais généralement, si tu as des accounts exécutifs qui continuent de faire de la prospection, un SDR pour 2-3 AE, c'est un bon ratio. Ça dépend de beaucoup de facteurs, également aussi de l'inbound généré par le marketing, par exemple. Donc, ce que tu veux, c'est que tes sales aient suffisamment à traiter. Pas trop non plus, parce qu'il faut gérer le cycle de vente. Ça sert à rien d'avoir
des centaines de leads que tu vas mal traiter, c'est hyper contre-productif. Donc il faut ajuster les ratios en fonction de la réalité du terrain, mais ce que j'ai vu, c'est il y a des ratios 1 SDR pour 1 AE, dans certains cas où vraiment c'est full prospection, des cycles de vente un peu longs. Et sinon, sur des, des boîtes avec des cycles de vente plus courts et un peu d'inbound, ça va être plutôt 1 pour 2, 1 pour 3. Mmh. Et est-ce que ça nécessite des rendez-vous physiques là pour closer étant donné la solution qui est un peu qui touche directement à l'argent? Ou est-ce que ça peut se faire à distance? Alors, la quasi-totalité de nos deals se font à distance. Mais tu as raison, il faut générer de la confiance, hein, parce qu'on nous confie quand même quelque chose qui est qui est vital en fait pour l'entreprise. C'est le nerf de la guerre, la trésor. Donc, il faut avoir confiance. Mais le setup réglementaire de Spyco fait que il n'y a pas véritablement de risque à nous confier la trésorerie. On passe par une banque dépositaire du Crédit Agricole, donc les flux ne transitent pas par nous. Donc, c'est des objections qu'on arrive à lever assez simplement. Après, des clients qui veulent nous rencontrer, on est en plein cœur de Paris. Moi, je suis toujours content d'accueillir un client qui aura envie de venir, quoi. Donc, pas du tout fermé au rendez-vous physique, c'est simplement qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui pour signer. D'accord. Et que comme ça, moi, ça permet de faire plus de volume aussi. Et effectivement, les journées sont bien chargées, donc ça peut aider, ouais. Et pour rester sur le quand introduire du coup les ressources, ça tu nous as répondu. Quand introduire les outils? Les outils pour d'automatisation, ben, dès que possible en fait, dès que tes finances le permettent. C'est l'avantage d'être dans une startup qui a levé des fonds où tu vas justement pouvoir faire ça très vite. Je pense que tu vois, c'est comme un sportif. Bon ben, s'il a des meilleures chaussures, une meilleure raquette, il apprend plus vite, mieux jouer au tennis que s'il a un équipement tout pourri, quoi. Donc globalement, dès que possible et idéalement d'emblée, quoi. Enfin, au moment où tu démarres ton équipe sales, équipé avec les meilleurs outils d'automatisation du marché et te concentrer sur ce qui a de la valeur, donc savoir générer des conversations, faire de la vente. Et faire appel à un sales ops spécialisé en tooling quand on n'a pas nous-mêmes la bonne culture, en tout cas. Bah oui, ça peut faire gagner du temps, ouais, bien sûr. Ok. On veut toujours aller très vite de toute façon sur le go-to-market et aller prendre un maximum de parts de marché. Même quand a priori là, vous avez pas vous avez un boulevard devant vous parce qu'il n'y a pas de concurrent nous, de Spyco. Alors, c'est une entreprise qui aurait fait exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire refaire des produits de zéro pour démocratiser des choses qui ne l'étaient pas. À ma connaissance, on n'a pas de concurrents qui font exactement ce qu'on fait. Par contre, il y a beaucoup ouais, c'est plutôt, bah, c'est sûr que c'est mieux pour nous. En revanche, on a deux types de concurrents un peu indirects, quoi. Ça va être les courtiers qui vont en fait vendre des solutions existantes et prendre leur part sur les produits qu'ils recommandent. Généralement, on va être mieux disant parce que nous, avec les intermédiaires en moins, on est moins chargé en frais et donc on a des produits plus performants. Puis on a les banques, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, ta trésor de Dreamcatcher Sales, elle est à la banque et elle n'est pas encore chez Spyco. Donc, tu vois, quelque part, la banque peut être une forme de concurrence, quoi. Le compte courant, le compte à terme, même si nous, on ne fera jamais de paiement. A priori, on est spécialiste de la rémunération. La banque est hyper utile parce que ils financent l'économie avec le prêt et ils vont proposer des moyens de paiement. Mais en termes de rémunération, bah, généralement, on fait mieux et il y a souvent un arbitrage à faire au niveau des clients entre l'argent qu'ils vont laisser en dépôt à la banque et ce qu'ils vont placer avec Spyco. Je sais pas si on l'a dit déjà, mais c'est vrai que c'est en France, c'est 200 000 milliards de trésorerie à aller chercher. Ouais, c'est absolument hallucinant les sommes qui dorment sur compte courant. Oui, il y a beaucoup d'éducation financière à faire sur le sujet. Et bah, il y a un manque à gagner qui peut être conséquent, quoi. Le fait que ce soit avec Spyco ou autre chose d'ailleurs, hein, mais le fait de ne pas placer sa trésorerie du tout, le coût d'opportunité est conséquent. T'as combien d'expérience sur le go-to-market là? Au moins 3-4, non? Depuis le début de ta carrière. Pourquoi t'es quand même arrivé assez de manière sur une étape assez early finalement? Oui. J'ai fait des employeurs ou clients. Le faire de zéro, moi je l'ai surtout fait en freelance en fait avec des startups très early stage. Lucas, je considère pas que j'étais clé sur le go-to-market, quoi. Ça fonctionnait très bien, il y avait 30 salariés. J'étais un des premiers sales. Euh,
Pareil pour, tu vois, Simple et Beau, Renovation Man, la proposition de valeur était très claire. Par contre, j'ai dû le faire 4-5 fois sur des entreprises plus early, en freelance, où là, on démarrait de zéro. Il fallait vraiment faire les premiers entretiens de vente avec les premiers prospects. Ouais, ça c'est. Quelles sont alors du coup, fort de cette expérience, les erreurs à ne pas éviter sur le go-to-market pour les fondateurs qui nous écoutent ou les premiers sales qui nous écoutent aussi? Bah alors le go-to-market, moi je pense que c'est pour avoir vu des startups qui l'avaient et d'autres qui ne l'avaient pas. En fait, quand on l'a, il n'y a pas de doute, quoi, hein. C'est quelque chose de presque physique, quoi. Tu sens que les conversations, elles sont intenses, que quand tu pitches ton produit, les gens écoutent, ça résonne avec leur situation du moment. Ils envisagent des use cases, ils se projettent avec ta solution. Donc ça, c'est vraiment le product market fit, quoi. Ça se sent presque physiquement quand tu l'as. Et donc, si tu n'as pas ça, quand tu mènes tes entretiens de vente, je pense que c'est très important d'ajuster le produit, le discours, la cible, jusqu'à ce que tu commences à ressentir ce genre de choses. Et à l'inverse, si tu ressens ça, ne pas t'éparpiller parce que tu peux pas chasser tous les lièvres en même temps et donc choisir en fait une verticale, une proposition de valeur et la poncer, quoi. Vraiment faire en sorte d'aller jusqu'au bout sur ce domaine-là avant d'aller en chercher d'autres. C'est très très compliqué de faire tout en même temps et il y a un risque d'épuisement, quoi. Donc faut vraiment être attentif au ressenti du terrain, quoi. C'est qu'est-ce qui se passe quand tu parles avec un prospect et pas se bercer d'illusions parce que quand tu es entrepreneur, je pense à certains CEO que j'ai pu coacher, tu as envie de croire vraiment que ton produit il fonctionne. Est-ce que c'est juste à force de conviction qui fait qu'on te dit oui, oui, ou est-ce que c'est vraiment le prospect qui a les yeux qui s'éclairent et qui comprend que ta solution elle est incroyable? Il faut arriver à faire cette distinction. Et quand tu l'as juste répliqué, accéléré, exactement. Ouais, ouais, absolument. Si tu as fait 5 closings sur une verticale, bah fais-en 50 quoi, avant de faire autre chose. Ouais. D'accord, on sort. Merci à toi. Et donc, cette intensité de conversation, c'est ce que tu as ému quand tu as rencontré Spico, c'est ce qui t'a donné envie de revenir salarié? Bah, c'est vrai que moi j'étais bien dans ma vie de freelance, hein. J'enchaînais les belles missions, je rencontrais pas mal de gens, je pouvais organiser mon temps comme je le voulais. Et la vérité, c'est que quand j'ai pris le call avec Paul Adrien, je me suis dit je vais essayer d'avoir une mission de freelance en plus parce que la boîte a l'air très sympa. Mais j'ai pris un gros stop. Là, je pense qu'aucun sales aurait pu lui vendre du freelance parce qu'il m'a dit bah non, regarde, j'ai lancé il y a moins d'un an, on a 200 millions sous gestion. Je ne peux plus gérer ça tout seul. Il me faut quelqu'un à temps plein qui passe à l'échelle. Et donc, je dois admettre que sur le moment, je n'étais pas très motivé à l'idée de redevenir salarié, mais ça m'a presque empêché de dormir le soir, quoi, parce que je me disais, attends, là, je vois des startups littéralement toutes les semaines, hein, que ce soit pour l'investissement, les missions de freelance. J'avais pas encore vu une startup où donc c'est fondé par des personnes brillantes, ça il y en a quelques-unes pour le coup, mais des boîtes qui sont fondées par des personnes brillantes et qui fonctionnent véritablement avec le product market fit que j'évoquais juste avant, c'est déjà beaucoup plus rare. Parfois tu as l'inverse, des gens qui ont un product market fit un peu par hasard, mais qui n'auront pas les capacités de passer le produit à l'échelle. Donc quand tu as les deux, c'est déjà assez génial. Et en plus, moi, c'était un sujet qui m'intéressait personnellement. Donc là, tu avais un alignement d'étoiles qui m'a fait dire, en fait, il faut que je tente d'y aller, que je fasse ce processus de recrutement. Et plus les étapes, parce que c'est un processus assez exigeant, plus les étapes passaient, plus j'avais une espèce de FOMO qui se forme en moi. Je me disais, mais si j'ai pas ce job, je vais être dégoûté, quoi. En fait, c'est un privilège de travailler dans cette boîte. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de construire. Et c'est comme ça que je suis redevenu salarié. Euh, et- Parce que Permat t'a été totalement convaincu que Ah bah, une dure Centaure rapidement. Centaure, on va pas mettre les licornes avant le carrosse, quoi. Mais déjà une licorne, oui, je pense que on est bien positionné pour être la prochaine licorne française, européenne, ouais. Ah bah, c'est tout le succès qu'il faut. Merci. En tout cas, on arrive à terme de cette interview. Merci de ce partage d'expérience. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent finalement? C'est une excellente question. Ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est que les sales, quand c'est mal fait, c'est un des pires jobs au monde. Et quand c'est bien fait, c'est un des métiers les plus fun du monde. C'est-à-dire que dans un cas,
peut se retrouver à mal vendre un produit qui est pas dominant sur son marché, à prendre des portes toute la journée, à avoir des gens qui nous insultent et qui nous raccrochent au nez au téléphone. Ou à l'inverse, quand on a les bonnes méthodes et le bon produit, on peut générer des conversations nouvelles tous les jours. On peut créer du business de zéro, c'est une sensation incroyable. Et je pense vraiment que c'est une carrière assez extraordinaire à embrasser si c'est bien fait, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et continuer à développer des soft skills qui nous servent tout le temps, même dans la vie, même avec ton enfant, par exemple. Absolument, absolument. Et donc, en matière, est-ce que tu as une citation, une philosophie en tout cas, que tu as fait tienne dans ce métier-là? Eh bien, oui, je le répète assez souvent à mes commerciaux. Ça les fait rire. Ça vient de Tony Nadal. Je détourne un petit peu la citation. Je leur dis une excuse ne m'a jamais fait gagner un deal. Tony Nadal lui disait une excuse nous a jamais fait gagner un match. Je suis assez fan du bonhomme et de son neveu Rafael Nadal. Voilà. Formidable. Ah ben, on va le retenir, effectivement. Et est-ce qu'il y a une personne que tu me recommanderais, que je devrais interviewer, d'après toi? Écoute, je pense que ce serait intéressant que tu parles avec Marie Lambert. Je l'ai recrutée chez Lucas à l'époque où Mathieu Nivois était le Head of Sales. Et ce qui est intéressant avec Marie, c'est qu'elle a effectué toute sa carrière chez Lucas. Elle était junior et puis elle a franchi toutes les étapes. Alors, je crois elle vient juste de changer d'employeur, mais elle a beaucoup apporté. Il me semble qu'elle dirigeait tout le mid-market à un moment, ce qui était une équipe très conséquente chez Lucas. Donc, et je me rappelle, moi, de l'avoir recrutée en tant que junior, pure sales, très ambitieuse, qui adorait la vente vraiment et la conviction, le closing. Donc, j'en ai un très bon souvenir et elle a fait une très belle carrière. Bah, ce sera avec grand plaisir, Marie-Lambert, si tu nous écoutes, tu seras la bienvenue sur le sofa de Dreamcatcher Sales. Merci infiniment, Pierre. Merci à toi. Merci aussi également à tous les auditeurs qui sont toujours plus nombreux et toujours aussi fidèles. Et à très bientôt pour un prochain épisode.